Il est 10h ici à Paris. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Parlons-en, votre rendez-vous avec l'info qui prend son temps. Voici les titres de ce jeudi. Madrid balaie du revers de la main les réserves des autorités de Tenerife aux Canaries. Le bateau MV Ondius touché par un foyer d'hantavirus accostera bien à Tenerife ce week-end avant d'y débarquer ses passagers normalement lundi. Le chef de l'OMS se veut rassurant. Il ne pense pas, je cite, que la situation soit similaire au début de la pandémie de Covid-19. Nous voilà rassurés. Ce test électoral majeur pour Keir Starmer au Royaume-Uni, des élections locales à enjeu national. Les sondages prédisent un cuisant revers pour les travaillistes au pouvoir. Le parti anti-immigration d'extrême droite Reform UK et les Verts très à gauche devraient confirmer leur montée en puissance. Et puis le PSG en route pour un doublé historique en Ligue des Champions. Après le nul hier 1-1 face au Bayern Munich, les Parisiens se sont qualifiés pour une deuxième finale consécutive, une première. Luis Enrique croit en ses joueurs. La finale se jouera le 30 mai face à Arsenal. Ce sera à Budapest. Et c'est... Que Parlons-en pose ses valises aujourd'hui jusqu'à 10h45. La guerre en Ukraine qui est largement passée sous les radars médiatiques depuis le début de l'opération américaine en Iran. Et pourtant, elle se poursuit à 3 heures d'avion de Paris et elle semble même n'avoir pas de fin. On ne se parle plus depuis des semaines, en tout cas pas plus publiquement, entre Russes et Ukrainiens. Et les trêves de cette semaine n'ont de trêve que le nom, c'est Parlons-en aujourd'hui. Donc avec vous, Christine Dugouin-Clément, bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes chercheuse, entre autres, à l'Observatoire de l'intelligence artificielle de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, autrice de Géopolitique de l'ingérence russe, la stratégie du chaos, qui est sortie aux presses universitaires de France. Et Nicolas Tenzer. Bonjour Nicolas. Bonjour Pauline. Vous êtes politologue, enseignant à Sciences Po, spécialiste des questions stratégiques et internationales, auteur de Notre guerre, le crime et l'oubli pour une pensée stratégique qui est sorti aux éditions de l'Observatoire. Il y en a eu un autre depuis, non ? Il y a 2024, et puis en poche en 2025 et en ukrainien en avril. Et bien voilà, l'Ukraine dont vous rentrez tout juste, Nicolas. Vous nous raconterez dans un instant ce que vous avez vu et entendu. L'Ukraine et la Russie ont donc décrété des trêves à des dates différentes, à l'occasion cette semaine des commémorations du 81e anniversaire de la victoire sur l'Allemagne nazie. Trêves qui ont de trêve, je le disais, que le nom. Il y a eu des frappes ukrainiennes en Russie, il y a eu des frappes russes en Ukraine. La Russie appelle ce matin, Nicolas, les ambassades étrangères à évacuer leur personnel à Kiev. Ça n'augure rien de bon pour les jours qui viennent. Non, c'est-à-dire qu'en fait, les Russes ne veulent pas entendre parler de trêve, ça on le sait, sauf évidemment quand cela les concerne, hein, c'est pour leur fameux défilé, soi-disant défilé, d'ailleurs il n'y aura pas de défilé, hein, en fait, venir, voilà, du 9 mai, mais sinon évidemment, d'ailleurs aujourd'hui la seule chose qu'ils veulent faire, c'est-à-dire frapper les civils avec évidemment de plus en plus de missiles, toujours avec des drones, de manière de plus en plus forte, de plus en plus indiscriminée pour tuer, terroriser, ce qu'ils n'y arrivent pas d'ailleurs à faire. Et là, effectivement, ils lancent cette menace parce que je pense qu'ils ne savent plus quoi faire. C'est-à-dire qu'ils sont dans une position aujourd'hui où ils savent qu'ils ne peuvent plus gagner la guerre, où leur position recule. Finalement, ils ne tiennent plus bien leur position, ils reculent, ils perdent un peu de terrain, pas considérablement, mais quand même, et où les Ukrainiens ont montré, eux, leur capacité à lancer des attaques massives, qui sont des attaques purement défensives, hein, qui sont d'ailleurs complètement conformes à l'article 51 de la Charte des Nations Unies, contre des sites pétroliers russes, contre des sites militaires, de dépôts de carburant, de dépôts de munitions, voire parfois d'ailleurs des bases aériennes. Et ça, ils vont le faire de plus en plus, et ça, les Russes n'ont pas trouvé la parade. Donc ils savent qu'ils vont perdre, parce qu'en plus leur économie est évidemment en morceaux. Donc en revanche, frapper les civils, ça ils ont encore malheureusement la capacité de le faire. Et la Russie annonce avoir abattu 347 drones ukrainiens à l'échelle de son territoire depuis mercredi. Information officielle, en tout cas sourcée Kremlin. D'ordinaire, le 9 mai, Christine Dugouin-Clément, c'est l'occasion effectivement, comme le disait Nicolas Tenzer à l'instant, pour le Kremlin d'organiser cette démonstration de force à l'occasion de la capitulation de l'Allemagne nazie. La date retenue par les Russes, faut-il le rappeler, n'est pas la même que celle retenue par les Européens de l'Ouest.
Et cette année, pour la première fois depuis une vingtaine d'années, depuis que Vladimir Poutine est grand maître de cette cérémonie, eh bien, le défilé militaire se fera à minima, sans blindés, sans missiles, en format réduit. Le Kremlin justifie cette décision en évoquant la menace terroriste que représenterait Kiev, qui effectivement est parvenu à taper au plus près de Moscou ces dernières semaines. C'est un aveu de faiblesse de la part des Russes ? Alors, c'est plusieurs choses. Ça permet déjà de tout remettre sur le dos ukrainien, si je puis dire. C'est-à-dire, si on ne le fait pas, c'est parce qu'on a une menace, etc. Et de nourrir le narratif, rappelons-le, c'est « nous avons été obligés, l'Ukraine ne respecte pas », ce qui est assez amusant quand on a bafoué les traités que la Russie avait elle-même signés, charte de l'ONU en premier lieu. Ça permet aussi d'avoir une raison pour ne pas montrer qu'on est quand même en tension sur beaucoup de choses. On est en tension parce que la guerre en Ukraine est coûteuse en termes d'armement. Parce que certains soutiens que l'on avait, alors ça ne bouge pas complètement la stratégie, parce que la Russie, notamment sur les Shahed, qui étaient les drones iraniens, et les Iraniens ont actuellement d'autres sujets à sa propre capacité de production maintenant, mais si vous voulez, tout ça est assez coûteux. Donc ça permet aussi d'avoir cette espèce de contournement et d'excuses assez fabuleuses. Et puis on a un deuxième sujet, et je pense que vous y reviendrez ensuite, c'est les renforcements de sécurité autour de Vladimir Poutine et de certains personnels de l'État, notamment des généraux de premier plan, estimés comme étant de premier plan. Or, il se trouve que ça nécessite beaucoup de déplacements, notamment de systèmes anti-aériens à moyenne et longue portée. On pourrait parler des S-400, on pourrait parler des Pantsir 1, qui sont déplacés en fonction de où sont ces personnels-là. Donc, on a ce volet-là, et puis effectivement, l'Ukraine réussit à mettre une forme de pression en faisant des frappes extrêmement audacieuses dans la profondeur russe. Alors, en ciblant, ça a été rappelé, des sites spécifiques, notamment pétroliers, c'est notamment ce que l'on a pu voir sur le port de Ust-Luga, par exemple, dans l'oblast de Leningrad. Et puis, il y a aussi le souvenir de l'opération Spiderweb, qui avait été particulièrement audacieuse, menée par les Ukrainiens, et rappelons-le, qui les pose en position d'être une forme de leader en termes d'innovation sur ce genre de guerre, au point que cette opération Spiderweb, elle a fait l'objet d'une réplique à visée d'entraînement aux États-Unis par différentes forces en Floride. Donc pour vous positionner un petit peu ce niveau-là. C'est vrai, Nicolas Tencer, et on voyait à l'instant derrière Christine Dugouin-Clément les images du défilé du 9 mai de l'an dernier, qui pour le coup avait été une opération de force assez impressionnante de la part de Moscou. On redécouvrait les images notamment de la présence du président chinois, Xi Jinping, à ces défilés. Toute autre ambiance cette année. Est-ce qu'on en est au point, effectivement, d'être aux tensions, au point de ne pas pouvoir faire défiler des blindés ? Alors là, en tout cas, oui, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, les Russes ont peur de faire défiler des blindés. L'année dernière, il y avait de mémoire 28 ou 29, je crois, chefs d'État et de gouvernement. Cette année, il semblerait qu'il n'y en ait plus que 3. Et vous avez même eu d'ailleurs un des alliés traditionnels en Europe, enfin dans l'Union européenne même, de Moscou, c'est-à-dire la Slovaquie, Robert Fico, qui a décidé, in fine, après d'ailleurs des conversations, semble-t-il, relativement fructueuses avec le président Zelensky, de ne plus s'y rendre. Donc là, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir sans doute un défilé de personnes, donc les filets à pied, les fantassins, sous des filets de sécurité, parce que vous savez, des filets anti-drones, d'ailleurs, c'est impressionnant. Poutine sera probablement encore plus protégé que d'habitude. Alors comment on va le voir ? Peut-être par des vides blindés, ou etc. Mais enfin, en tout cas, il y aura un dispositif de sécurité impressionnant. Et en tout cas, ce ne sera pas une heure de célébration. Ça, je crois que c'est ça qui est très, très frappant, sachant en plus que vous avez, je dirais, dans un contexte international où aujourd'hui, de plus en plus de personnes se détournent de Moscou. On l'a vu avec l'Arménie lors de la conférence, je dirais, sur la européenne. On l'a vu également du côté, évidemment, de la Hongrie avec la défaite d'Orban, etc., etc. Est-ce que ça dit du déclassement de ce que peut coûter la guerre en Ukraine à la Russie aussi ? Je pense qu'il faut quand même être prudent là-dessus. Bien évidemment, on va avoir des mouvements. Par contre, on va avoir des renforcements d'autre côté. L'isolement n'est pas forcément aussi fort que ça. On a des pays, quand on sort de l'Europe géographique, qui, eux, ne sont pas dans ces positions-là. Mais il y a un point aussi peut-être à noter par rapport à ce défilé, c'est qu'il y avait déjà eu des modifications, notamment concernant le défilé des Immortels, qui était censé ouvrir ce défilé
historiquement. Les immortels étant, rappelez-nous. Si vous voulez, vous aviez les photos des ascendants ou des parents morts pendant la guerre. Et puis, le problème, c'est que ça avait pu glisser sur les morts en Ukraine. Et, les soldats russes exactement, sur les soldats morts en Ukraine, alors qu'il y avait quand même une espèce de chape de plomb quant au nombre de morts, au nombre d'envoyés, etc. Donc il y avait déjà eu des modifications dans les différentes occurrences du défilé au fur et à mesure que l'invasion massive de l'Ukraine avançait. D'ailleurs, ça me fait penser que quand la Russie a lancé son invasion à grande échelle de l'Ukraine, on avait dit à l'époque que quand les cercueils des soldats russes rentreraient en Russie, peut-être que l'opinion publique russe commencerait à critiquer cette invasion. Est-ce que le tabou est encore trop important sur le nombre de soldats tués en Russie pour que ça en devienne un sujet de société Alors, peut-être, effectivement, sur ce plan-là, Christine complétera. D'abord, il y a quand même énormément de silence là-dessus, oui. Parce qu'il y a quand même plus d'1 million de personnes russes, qui ont été soit tuées, soit estropiées à vie dans cette guerre. C'est un montant absolument considérable, qui est nettement plus élevé que le nombre de victimes militaires ukrainiennes. Je ne parle pas des victimes civiles ukrainiennes, bien sûr. Donc c'est un nombre absolument considérable. Que deuxièmement, il y a eu aussi pendant longtemps la volonté non seulement de Moscou de cacher tout cela, mais également de tarder à annoncer aux familles que leurs enfants étaient morts là-bas. D'ailleurs aussi pour des raisons strictement financières, c'est parce que derrière il y a toujours une sorte d'indemnité, de prime qui est donnée aux familles. Troisièmement, la réalité quand même de ces morts apparaissait très fortement sur l'ensemble des réseaux sociaux, plutôt des boucles si vous voulez, des boucles notamment Telegram, vous avez la messagerie avec des groupes de gens, il y avait quand même aussi les blogueurs militaires qui reportaient un certain nombre de choses, puis il y avait les familles, au point que qu'est-ce qu'a fait Poutine là depuis maintenant 2 mois, ils ont décidé on va couper Internet, on va empêcher en fait que les gens puissent communiquer entre eux, avoir ces informations, on va limiter l'accès aux VPN, on va supprimer de plus en plus les systèmes d'information, et donc il y a une sorte de blackout là-dessus, mais sauf que dans la réalité du terrain, c'est qu'il y a également ces morts. Alors cela dit, ce sont des morts qui concernent surtout les régions relativement périphériques, notamment de l'Est, et relativement peu, même de manière totalement marginale, les enfants de la bourgeoisie, entre guillemets, des grandes villes de l'Ouest, que ce soit Moscou, Saint-Pétersbourg, Nijni-Novgorod, etc. Donc c'est un phénomène aussi limité. Avec 2 précisions donc, par rapport à ce que vous venez de dire, Nicolas. Effectivement, depuis plusieurs semaines, les autorités russes sont soupçonnées de tester un blocage général d'Internet en faisant des coupures de ci, de là, qui empêchent effectivement la communication, entre autres, sur des sujets en rapport avec la guerre en Ukraine. Et puis sur les chiffres que vous évoquiez, en début d'année, effectivement, un think tank américain a calculé que la Russie aurait eu 1 250 000 victimes, morts, blessés et disparus. C'est plus que le total de toutes les guerres russes et soviétiques depuis 1945, 17 fois le bilan de 10 ans de guerre soviétique en Afghanistan. Là-dessus, Christine. Oui, il y a aussi quelque chose. Le pouvoir russe a opéré un mouvement informationnel qui était assez intéressant pour ne pas porter pleinement la responsabilité de ces morts. C'est-à-dire qu'au début, on a eu effectivement des hommes qui sont partis sur la ligne, et c'était un petit peu les nôtres, nos bons petits gars, dans une certaine mesure, qui sont allés mourir pour la Russie sur une guerre, on ne comprend pas trop. Et en fait, il y a eu tout un effort qui a été fait pour que les nouveaux militaires partant sur la ligne soient assimilés quasiment à du mercenariat. Pourquoi ? Parce qu'on a augmenté les salaires. Ce qui permet de justifier, c'est pas je suis allé mourir pour la patrie pour rien, mais j'ai voulu aller faire de l'argent, j'ai pris mon risque et je suis mort. L'idée étant si vous voulez, de décentrer la responsabilité de ces morts de l'État, mais sur un choix personnel, j'ai voulu le faire. Et ça, c'est un mouvement qu'on a vu qui était assez intéressant et qui permettait au pouvoir qui est conscient de cet enjeu-là, de ce risque-là, de pouvoir essayer de dévier le tir, si je peux dire ainsi. Mais là où ça pose problème, c'est pour les gens qui finalement sont encore mobilisés, dont le retour à la vie civile ou la libération des armes est repoussé sine die.
et qui y sont depuis les premiers moments. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus compliqué, mais on a vraiment ce mouvement qui a été opéré, y compris dans l'approche de communication et de communication stratégique de l'État. Ils ont voulu des gros salaires, ils y sont allés, ils ont pris leur risque pour essayer de leur donner un statut quasiment mercenarial. Alors, il y a peut-être deux petits ajouts, effectivement, je suis entièrement d'accord à faire. D'abord, il y a malgré tout, parce que tout peut être en même temps, et en même temps totalement contradictoire. Vous avez également quand même une formation, je dirais, d'endoctrinement patriotique, là aussi avec beaucoup de guillemets, à l'école, où on dit aux jeunes enfants russes, mais si demain vous allez mourir pour la patrie, ce sera effectivement votre jour de gloire. C'est-à-dire que cette idée-là, elle est développée. C'est-à-dire que la mort pour la patrie est quelque chose qu'on essaye d'inculquer dès le plus jeune âge aux enfants, alors au-delà de toute la formation militaire, paramilitaire. Donc il y a effectivement, malgré tout, le culte des héros. Et puis en même temps, vous avez une très grande difficulté de recrutement, évidemment, de plus en plus forte, même d'ailleurs en Russie, qui fait que la Russie essaye, alors ça c'est déjà depuis longtemps, recruter évidemment dans les prisons, les asiles psychiatriques, mais aussi à l'étranger. Les derniers chiffres qui viennent d'Ukraine montrent que 8000 soldats d'origine africaine ont été, entre guillemets, recrutés par la Russie parce qu'ils n'ont pas été recrutés. Ils ont été attirés en Russie pour des raisons tout autres, avec des emplois, je ne sais pas, de cuisiniers ou que sais-je encore. Et en fait, on les envoie directement. Et je renvoie à une émission qu'on a consacrée à ces malgré nous africains, avec le travail de plusieurs associations et de nos confrères de RFI. Effectivement, ils ne font pas le gros des troupes russes, mais c'est effectivement assez singulier. Pour en revenir, et c'est là que tout est lié à ce 9 mai et à quel point il est important dans cette mémoire russe, ce traumatisme de la Seconde Guerre mondiale qui a fait plus de 20 millions de morts en URSS et qui a réclamé des sacrifices inouïs à la population, nourrit ce patriotisme exploité par Poutine, qui invoque d'ailleurs régulièrement la mémoire de la victoire sur l'Allemagne nazie pour défendre l'offensive contre l'Ukraine qu'il faut toujours, selon lui, dénazifier. Ce 9 mai donc intervient, et vous l'évoquiez tout à l'heure, Christine Dugouin-Clément, alors qu'en début de semaine, il y a eu cette fuite d'un rapport d'un service de renseignement européen dans plusieurs médias qui a décrit un pouvoir russe en prise à un repli sur soi, une paranoïa sécuritaire très forte et un Vladimir Poutine qui aurait peur de son ombre. C'est ce que nous raconte en images Olivier Fessol. Vladimir Poutine a-t-il peur pour sa vie ? Une note émanant d'un service secret européen, opportunément fuitée dans la presse, affirme que le président russe aurait drastiquement renforcé sa sécurité ces dernières semaines. Ses proches collaborateurs seraient aussi étroitement surveillés. Le maître du Kremlin vivrait dans la hantise d'un coup d'État ou d'une élimination. Il passerait de plus en plus de temps terré dans ses bunkers et limiterait ses apparitions publiques au strict nécessaire. Des informations invérifiables, mais des raisons objectives existent pour alimenter cette paranoïa. Ces dernières années, Kiev a multiplié les assassinats ciblés spectaculaires de hauts gradés en plein cœur du territoire russe. De nombreux drones ont également été envoyés en direction du Kremlin et même de la résidence secondaire du président. Dans les quartiers où sont situés les lieux de pouvoir, les coupures d'Internet se multiplient pour tenter de contrer cette menace. L'ancien agent du KGB serait également inquiet d'un putsch venant de l'intérieur. Le précédent de la tentative du groupe Wagner de marcher sur Moscou en juin 2023 rend l'hypothèse plausible. Les espions européens évoquent aussi l'idée que le précédent ministre de la Défense, Sergueï Shoïgu, pourrait chercher à faire tomber Vladimir Poutine. Son ancien bras droit était condamné le mois dernier à 19 ans de prison pour corruption. À 2 jours de la parade militaire du 9 mai, le pouvoir russe semble plus que jamais bunkérisé. Voilà, Vladimir Poutine a-t-il peur pour sa vie ? Christine Dugouin-Clément, la réponse est oui, et depuis longtemps ? Oui, il y a toujours eu un système de protection extrêmement fort autour du président, qui a un historique de renseignement où il est d'usage de dire que seuls les paranoïaques survivent. On avait déjà observé un premier, une tendance à se renfermer du pouvoir pendant la période de la pandémie du Covid, donc avant même... Je me rappelle de ces immenses tables. Oui, mais même préalablement, on avait déjà une limitation, moins de déplacements. Oserais-je dire que ce n'était plus le Poutine des premières années qui allait dans les régions pour aller faire des démonstrations de force avec les oligarques. Alors tout ça mis en scène de manière extrêmement forte. Ce que l'on peut voir, c'est qu'on a eu probablement deux pivots. Un qui a eu lieu en décembre dernier avec l'assassinat d'un général à Moscou dans une
général Safarov. Exactement, dans l'explosion d'un véhicule qui avait valu une réunion regroupant donc, notamment le chef d'état-major des armées, Gerasimov, le patron du FSB, Boritnikov, pour dire écoutez, que faites-vous, trouvez des solutions, etc. Donc il y a déjà eu une première phase de renforcement. La deuxième, d'après les documents qui ont fuité, aurait eu lieu en mars. Mais finalement, si vous voulez, cette montée de paranoïa, ou en tout cas de précaution autour de la vie du président russe, c'est quelque chose qui ne fait que s'accroître. On n'a jamais eu de descente, en fait, de ce volet-là, avec effectivement des phases et des pivots. Après, ça a quand même des conséquences. On a parlé des blackouts. Les blackouts peuvent aussi être numériques. Donc les coupures d'Internet peuvent aussi être induits par des systèmes de sécurité, de brouillage, etc., sur des optiques de drones. Ça a un autre... quasi-intérêt, en tout cas, ça laisse une opportunité exploitable, notamment par les Ukrainiens, c'est que quand vous allez avoir une pression très forte qui est mise par un chef de l'État tel que le président Poutine, eh bien, ce que vous allez avoir, c'est des services qui risquent de se mettre en concurrence. Alors, parler de révolution de palais serait bien trop optimiste, et je pense qu'il ne faut pas tomber dans la pensée magique et dans la pensée positive. Ça serait là aussi une erreur poussée par de l'enthousiasme compréhensible, mais néanmoins irréaliste. Mais par contre, vous avez quand même cette montée de tension, parce qu'il faut savoir que l'exercice du pouvoir poutinien vise à mettre en concurrence les différents services et les différents personnels. Parce que pendant qu'ils sont en train de se mettre en concurrence, de se regarder en chien de faïence, vous pouvez toujours dire que c'est une saine compétition pour améliorer les compétences. C'est une façon de voir. La réalité, c'est que pendant que vous êtes obligés à vous battre entre vous, eh bien, le pouvoir peut rester au-dessus et dans une certaine mesure hors d'atteinte. Donc ça, on va l'avoir, et on a déjà ces tensions. J'avais parlé du général Gerasimov et puis de Boritnikov du FSB, donc qui s'était quand même écharpé assez fortement en décembre. On a le FSO, qui est le service qui gère la protection des personnalités, qui maintenant peut avoir bénéficié de la réattribution d'un certain nombre de matériel, notamment permettant les écoutes, au détriment d'autres services comme le FSB. Donc là, vous allez pouvoir avoir, si vous voulez, des tensions en interne qui peuvent être potentiellement relativement exploitables, et puis qui peuvent s'ajouter à des tensions où certains, notamment dans la sphère politique, disent certes mezzo voce, mais que on n'atteint pas les objectifs et ce genre de choses-là. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être ensuite réutilisé d'un point de vue informationnel pour essayer d'appuyer là où ça fait mal, notamment en utilisant la voie publique. On n'a pas tout à fait, Nicolas Tenzer, identifié, en tout cas nos confrères n'ont pas tout à fait identifié l'origine de cette source. À prendre donc avec des pincettes, notamment parce que la paranoïa de Vladimir Poutine, même si elle est montée d'un cran, est connue et documentée pour le coup depuis longtemps. Et attention à la pensée magique, effectivement, qui voudrait voir la possibilité d'une révolution de palais engranger un changement de régime en Russie, et donc de nouvelles orientations, on en est loin. Mais quand même, ça dit quelque chose, à minima, de la capacité informationnelle des adversaires de Vladimir Poutine, quels qu'ils soient, de véhiculer ce genre de... Bien sûr, alors d'abord, effectivement, c'est une tendance montante, ça c'est absolument évident, mais vous savez, qui ne correspond jamais qu'à ce que disait la littérature classique. C'est-à-dire, si vous prenez Shakespeare, finalement, vous prenez un certain nombre de personnages de Shakespeare, vous vous apercevez que, effectivement, à fort et à mesure où ils commettent de plus en plus de crimes, où ils exercent leur pouvoir de manière de plus en plus tyrannique, ils deviennent de plus en plus craintifs. La moindre signal devient effectivement un signe d'alerte, et ils finissent par finalement mourir, voire entrer dans une forme de démence en raison de la peur de tout. On retrouve cela d'ailleurs aussi très bien décrit chez Montesquieu. Donc j'allais dire qu'il y a une sorte de constance. Je veux dire, c'est très frappant de voir cela. Deuxième remarque, effectivement, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a de plus en plus de personnes, c'est vrai, dans l'entourage de Poutine, qui finalement, le détestent, évidemment, le craignent en même temps. Troisièmement, considère que les intérêts qui sont ceux, non pas de la Russie, parce que ça personne ne s'en soucie dans l'entourage de Poutine, mais leurs intérêts personnels peuvent être menacés. Leur intérêt économique, leur intérêt, je dirais, de clan. Donc beaucoup, je pense, peuvent avoir un intérêt à se dire, oui, bon, mais il faut penser à l'après-Poutine. Mais sauf que vous êtes dans un système totalement mafieux. C'est-à-dire que vous êtes dans un système de clan. C'est-à-dire que Poutine, c'est le chef de la coupole. D'ailleurs, sa paranoïa ressemble à un chef de mafia qui se cacherait de... C'est l'homme de loin le plus riche de Russie.
Il est plus riche que tous les oligarques. Certains disent que c'est peut-être même d'ailleurs aujourd'hui l'homme avec Elon Musk et quelques autres le plus riche du monde. Pour rien, mais uniquement parce qu'il faut que le chef, finalement, il ne sait pas qu'il va profiter de cette richesse de centaines de milliards de dollars. C'est une somme colossale. Mais c'est parce qu'il faut qu'il se positionne comme ça. Mais que derrière, vous avez une série de clans. Et si vous avez un clan qui bouge, le clan A, vous allez avoir le clan B, le clan C, le clan D, qui vont dire, oui, nous, on aimerait bien aussi que Poutine, évidemment, tombe. Mais on ne veut certainement pas laisser le pouvoir au clan A. Donc on va aller dire au chef, attention, parce que le clan est en train de comploter contre vous. Et donc c'est comme ça que le système se tient. C'est ça qui est absolument terrible. Maintenant, il y a un dernier élément, c'est qu'aujourd'hui, vous avez certainement une forme d'infiltration des services ukrainiens qui connaissent quand même un certain nombre de personnes des différents clans, peuvent probablement jouer, peuvent aussi utiliser ponctuellement la menace, et que ceci va entraîner à un moment où, de toute manière, la Russie est en train de perdre la guerre, parce que sur le terrain, c'est comme ça qui se passe. Elle est en train de perdre la guerre. Eh bien, effectivement, une montée, je dirais, de ce type de tension. Maintenant, ce qu'il faut souhaiter quand même, d'un point de vue, j'allais dire, quand même strictement, je dirais, de principe européen, ce n'est pas tellement que M. Poutine soit assassiné, c'est que demain, il y ait peut-être un groupe, mais on est quand même très loin, qui décide de le livrer à la justice à La Haye, parce que c'est quand même ça l'objectif, c'est qu'un jour, Poutine soit jugé. Il est visé par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale qu'il ne reconnaît pas, ainsi que nombre de ses alliés. Rien ne dit, cela dit, qu'un successeur de Poutine, quel que soit ce qu'il arrive au chef du Kremlin, ne suivrait pas la même ligne que celui qui est au pouvoir depuis plus de 20 ans. Et puis l'inverse, c'est sans doute vrai. J'imagine que les services secrets russes ont également infiltré, j'imagine, la présidence ukrainienne. Enfin, c'est ainsi que ça fonctionne. Pour l'instant, je pense que le ménage a été vraiment fait. Bon. En tout cas, ce qui est une certitude, c'est que ces informations à prendre encore une fois avec des pincettes et surtout les accusations autour de Shoigu, on a bien compris que ça pouvait effectivement... En même temps, c'est une logique. Ouais. Je veux dire, quand vous êtes dans un conflit ouvert, toutes les personnes qui sont considérées comme étant des personnes clés, par nature, sont soumises à des règles de sécurité qui sont augmentées. Mais dans tous les conflits. Donc là-dessus, on a quelque part rien qui sortent de quelque chose de normal. Là, on est dans un système, ça a été rappelé, mafieux, violent, qui fonctionne masculin avec ce genre de mise en compétition et de tension, et qui est sur une augmentation de la paranoïa et qui se resserre et qui se referme sur lui-même de manière massive avant même l'invasion à grande échelle de l'Ukraine. Donc, quelque part, on est sur une courbe logique, qu'il y ait des paliers et que ça puisse être accru par les succès ukrainiens que l'on va avoir. Là encore, ça n'est que logique. Donc, c'est pour ça qu'à prendre avec des pincettes, mais c'est l'inverse qui serait étonnant. D'ailleurs, un mot là-dessus, sur est-ce que la paranoïa russe... On en est où de ce point de vue-là, côté ukrainien? Parce qu'on a toujours communiqué depuis le début l'invasion russe à grande échelle. En tout cas, on se souvient évidemment des images de Volodymyr Zelensky dans les heures qui ont suivi l'invasion, disant « je suis là, je n'ai pas peur et je partirai pas ». Est-ce que vous qui revenez d'Ukraine, et vous nous raconterez dans un instant ce que vous avez entendu d'un point de vue général, mais vous ressentez ça, cette inquiétude, cette crainte, cette forme de paranoïa aussi de la part des autorités ukrainiennes? Alors, il n'y a pas, moi je ne ressens pas de paranoïa, pardon. En revanche, ce qui est absolument certain, parce que ça a été confirmé, ça a été dit, enfin il y a eu comme suffisamment de choses là-dessus, c'est que le président Zelensky a échappé à un très grand nombre de tentatives d'assassinat de la part des Russes. Donc il est évidemment sous haute protection. Ça, c'est une évidence absolue. En revanche, je dirais aujourd'hui, vous avez un système qui est vraiment très renforcé, je dirais, autour de lui. Et puis vous avez surtout, je dirais, le fait que, quand même, je dirais, quand vous regardez ce que les Ukrainiens ont fait, ça a été rappelé tout à l'heure, dans, je dirais, des éliminations ciblées d'un certain nombre de personnalités russes, même si certaines sont peut-être attribuées à tort aux Ukrainiens. Il y a eu des histoires où on peut se dire sur peut-être, je dirais, des groupes internes qui auraient commis un certain nombre de choses. Mais quand même, les Ukrainiens ont frappé. Vous n'avez pas eu autant d'opérations, je dirais, réussies, en Ukraine, à part, effectivement, l'assassinat à Lviv, il y a maintenant à peu près 6 mois, de l'ancien président de la Rada, Paroubi.
mais ça a été la seule opération apparemment conduite par les Russes avec succès en Ukraine. Donc aujourd'hui, vous avez malgré tout un système de protection, je crois, beaucoup plus fort côté ukrainien, parce que tout simplement, vous avez un pouvoir démocratique, vous avez une société civile extrêmement mobilisée, vous avez aussi un soutien, je dirais, de l'ensemble de l'État, je dirais, à ce que fait le président Zelensky. Donc vous n'avez pas le même type de division que dans un système mafieux comme le système russe. Voilà, vous évoquiez l'ancien président effectivement du Parlement ukrainien, la Rada, qui avait été tué en août dernier dans une fusillade. Ces informations interviennent alors que c'est un moment difficile pour l'armée russe sur le front. La zone contrôlée par les Russes a diminué de un peu plus de 100 km² au mois d'avril. C'est à la fois beaucoup symboliquement, pas tant que ça bien sûr à l'échelle de l'Ukraine, mais ce qui est intéressant, c'est que ça n'était plus arrivé depuis la contre-offensive ukrainienne de l'été 2023. Analyse de nos confrères de l'AFP avec des instituts pour l'étude de la guerre. Est-ce à dire, comme le disait tout à l'heure Nicolas Tencer, que les Russes sont en train de perdre la guerre ? Alors, encore une fois, faut être modéré. Ça veut dire qu'effectivement, les Ukrainiens regagnent du terrain, notamment dans le sud, grâce à une combinaison d'audace. On a parlé de cette avance sur les capacités d'innovation avec des drones, des dronistes qui sont de plus expérimentés, etc. Donc ça, oui, on a cet élément-là. Cela dit, pour qu'ils puissent maintenir, ça suppose qu'ils continuent à bénéficier du soutien européen, que ça soit du soutien en termes de matériel, en termes d'innovation, en termes d'énormément de choses. Les Russes, pour l'instant, eux, poussent moins dans le sud que dans la partie nord-est de l'Ukraine, avec probablement la volonté d'aller récupérer une ligne de forteresse et puis de renforcer la région autour de Pokrovsk. Ça se fait à un coût qui est très avancé, là où la Russie bénéficie d'un contexte géopolitique avantageux à son encontre, c'est que les autres conflits, notamment au Moyen-Orient et se déroulant en Iran, lui permettent d'avoir moins de couverture médiatique sur ses reculs. Et ça, c'est un véritable avantage. Ça lui permet aussi d'avoir des relances en termes de fonds qu'elle va récupérer grâce au pétrole. On a d'ailleurs eu un mouvement de Washington assez notable où ils ont levé la capacité, l'interdiction d'acheter du pétrole russe pour essayer de stabiliser le marché mondial. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez important. Et puis, il y a aussi un autre point qui touche sur la Russie et dont on parle assez peu, mais qui va quand même pas dans le sens global, c'est ses reculs sur le continent africain, notamment au Mali, où il y a des poussées extrêmement fortes, notamment des alliances et des groupes, que ce soit Touareg ou de tendance islamiste, et où African Corps, préalablement Wagner, recule, fait un petit peu d'alliance, etc. Or, oui, même accusé par la junte malienne d'avoir trahi et d'avoir négocié, notamment d'avoir négocié et d'être parti. Donc tout cela fait que ça va quand même pas à l'avantage, ça joue pas pour la Russie. Et ce qui est intéressant, c'est que ça permet aussi d'affaiblir la position que la Russie essaye de prendre sur la scène internationale. Je ne parle pas en Europe, mais sur le continent africain ou au Moyen-Orient, d'être une alternative crédible et solide. Et tout ça, on n'aurait pas, à l'heure actuelle, la guerre américano-israélienne en Iran, eh bien ça serait vu et ça serait mis beaucoup plus en avant. Et puis, ça aurait aussi pas permis à la Russie de récupérer les fonds qu'elle capte aujourd'hui sur les ventes de pétrole et de gaz. Donc, quelque part, là, elle bénéficie d'un courant presque un peu favorable pour qu'elle ne montre pas trop les avancées ukrainiennes qui, pour le coup, sont véritablement réelles. Et puis, l'Ukraine, de son côté, elle gagne aussi un petit peu des points en se présentant comme étant capable de devenir non plus qu'un bénéficiaire d'aide, mais un pourvoyeur de sécurité, notamment sur la lutte anti-drone, que ce soit aux États-Unis où c'est aussi ce que l'on a pu voir. C'était un des objectifs, en tout cas très probable, de la diplomatie ukrainienne dans le voyage du président Zelensky au Moyen-Orient qui vient de s'achever. Mais oui, et puis on a vu bien sûr des dronistes ukrainiens et quel revers de l'histoire venir conseiller dans le Golfe des pays pourvoyeurs de sécurité et non plus uniquement bénéficiaires. Et ça, c'est très important en termes de pivot et en termes d'image sur la scène internationale. Qui subissaient des attaques de drones, ces fameux drones Shahed iraniens. Vous qui rentrez d'Ukraine, Nicolas Tencer, quel est l'état d'esprit sur place en ce moment ? Alors d'abord, premièrement, l'état d'esprit est probablement encore plus positif que les années précédentes. J'avais déjà ressenti l'année dernière, lors du précédent voyage, une sorte de confiance accrue. Là, je peux dire qu'aujourd'hui, quand vous discutez, alors pas seulement avec les officiels, mais aussi avec les gens de la société civile, avec... Et c'est pas de la pensée magique. Ah oui, alors c'est pas de pensée magique. Non. Ils se disent aujourd'hui vraiment, on va gagner la guerre.
guerre, cela les renforce dans le sentiment qui était déjà majoritaire avant. De toute manière, il n'est pas question de céder quoi que ce soit. Et je peux vous dire, on a rencontré Boudanov, et Boudanov dit maintenant publiquement, donc il est le numéro 2 de la présidence, c'est l'équivalent de secrétaire général de l'Élysée, si vous voulez transposer, je dirais, à la France, qui est l'ancien chef de renseignement militaire, qui dit aujourd'hui de manière parfaitement claire, il n'est pas question de céder une seule parcelle du territoire ukrainien, c'est-à-dire il n'est pas question de renoncer à la Crimée, pas question de renoncer au Donbass. La Russie occupant aujourd'hui 20% du territoire ukrainien. Et parce qu'on a véritablement les moyens. Donc aujourd'hui, vous êtes sur une position, je dirais, ascendante. Vous avez eu les progrès considérables de diplomatie faits par le président Zelensky avec la tournée dans le Golfe. On l'a vu encore d'ailleurs à la CPE, je dirais, à Erevan. On est effectivement dans une capitalisation d'un mouvement extraordinaire où l'Ukraine apparaît, non seulement d'ailleurs comme le pourvoyeur de sécurité en Europe, ce qu'elle est déjà depuis 4 ans. Oui, mais là, aujourd'hui, je dirais, l'Ukraine nous défend l'Europe. Mais là, effectivement, elle va quand même beaucoup plus loin. Aujourd'hui, l'Ukraine dispose d'entre 55% et 60%, je dirais, d'armes. Enfin, plus exactement, c'est 50-60% d'armes qui sont ses propres armes qu'elle utilise aujourd'hui dans sa guerre. Alors, elle avance. Maintenant, je vais quand même mettre un petit bémol, parce qu'il faut être aussi, je dirais, totalement objectif. L'Ukraine n'a pas les moyens aujourd'hui de reconquérir l'ensemble des territoires qu'elle a perdus. Donc 1/5 de son territoire. Deuxièmement, avant que l'Ukraine soit capable d'avoir suffisamment de missiles, notamment à longue portée, pour pouvoir frapper à l'intérieur des lignes russes, et donc couper, si vous voulez, les lignes logistiques qui permettent à l'armée russe d'approvisionner en quelque sorte ses troupes, ça, il faudra sans doute 9 mois, 1 an. Et donc ça suppose que l'Europe, en particulier, parce que les États-Unis, là aussi le sentiment est parfaitement clair en Ukraine, les États-Unis sont passés de l'autre côté de la force, de côté obscur de la force. Bon, ça c'est parfaitement clair. Mais l'Europe doit effectivement fournir beaucoup plus en termes de munitions, en termes de missiles à longue portée, en termes de systèmes antidéfense, surtout dans les 9 mois, 1 an. Mais dans 1 an, l'Ukraine aura pris le relais. Et ça, c'est, je dirais, une des certitudes qui est aujourd'hui les plus marquées, notamment avec des missiles à longue portée, 2000 km. La Russie n'est plus capable de tenir. Et puis, comme la Russie était en train de s'effondrer, je dirais, sur le plan économique, vous en avez de plus en plus de signes. Vous avez même, on parlait tout à l'heure de l'ambulance à Moscou cette fois-ci, là je ne suis pas allé. Mais je dirais, vous voyez quand même des gens dans l'appareil technocratique, c'est-à-dire notamment le vice-ministre des Finances, qui a d'ailleurs fait défection. C'est un des premiers cas depuis le début de la guerre. Vous avez de plus en plus de critiques ouvertes. Et là, l'économie s'effondre. Alors, je ne dis pas qu'elle va tomber dans les 6 mois, ni dans les 3 mois, ni dans 1 an. Personne ne sait quand elle va complètement tomber, mais je pense qu'elle n'est plus capable aujourd'hui d'assurer sur le long terme. Alors justement, sur la question du temps, 4 ans de guerre, en faveur de qui joue ce temps, sachant que je dis 4 ans de guerre, mais bien sûr la guerre dans le Donbass a commencé quasiment 10 ans avant l'invasion à grande échelle de la Russie, de l'Ukraine par la Russie. En faveur de qui ce temps long joue ? La Russie avait fait initialement le pari de la fatigue, de l'usure. On parlait de l'Ukrainian fatigue pour les Européens. Jusque-là, écoutez, ça tient. Ça tient dans la douleur, ça tient avec des pertes qui sont extrêmement violentes, des pertes humaines avec des enjeux. Mais on voit que pour les Ukrainiens, c'est de toute façon, et c'est le cas, c'est existentiel. C'est-à-dire, c'est résister et regagner du territoire ou disparaître, puisqu'on est vraiment sur une guerre où on essaye de... Déjà, on a toujours nié ce qu'était l'Ukraine, côté Russie, à tout niveau. Et puis, ils ont aussi l'exemple de la russification des territoires occupés. Donc, quelque part, vous vous dites que si jamais vous laissez le terrain, vous laissez la possibilité à une russification dans la contrainte, dans la violence. Donc, ça n'est pas une option. Ils ont eu aussi les déportations des enfants. Je pense qu'il faut quand même ne jamais oublier cet élément-là, qui est particulièrement notable. Donc, leurs options d'abandon sont extrêmement limitées. Mais là, ce que l'on voit, c'est qu'ils ont réussi régulièrement à s'adapter, à essayer. Ils ont eu des revers, mais là, ils regagnent du territoire. Alors certes, on n'est pas sur la totalité du territoire occupé, comme ça avait été dit. Et puis, plus vous avez des forces qui se sont enracinées dans le territoire, qui ont fait des fortifications, plus ça va être difficile de les déloger, plus ça va être coûteux de les déloger. Or, l'Ukraine essaye d'être plus économe de vie humaine que ne l'est la Russie, qui ne compte pas réellement dans cette approche-là, notamment parce qu'elle pense
à l'avenir, ce que fait assez peu la Russie. Quand vous avez cassé complètement une tranche d'âge, l'avenir de votre pays est beaucoup plus complexe à ce niveau-là, si vous voulez, en gestion. Là, l'Ukraine reprend un ascendant en termes d'initiative, notamment dans le sud. Là où je pense que, par contre, et c'est à nous d'être conscients, ce n'est pas de se dire ni que c'est quelque part un petit peu une petite flambée éphémère. Non, on a quand même ce travail-là. Ni de se dire, c'est bon, ils s'en sortent et nous, on peut quelque part débrayer. Ça serait une des grosses erreurs. Parce que même si on a cette avancée, il y a un besoin de ce rapprochement avec les Européens, que ça soit en bilatéral ou avec l'Union européenne. Ça a été dit, du soutien, que ce soit en renseignement, en matériel, en entraînement, en soins médicaux, etc. Et de s'inscrire là-dessus dans un temps long. Une guerre, personne n'y gagne. Soyons justes et soyons clairs là-dessus. Oui. En tout cas, certainement pas les populations. Non. À ce propos, je vous redonne la parole dans un instant, Nicolas, mais est-ce que vous diriez que plus pour aller dans l'autre sens, plus la situation se corse en Ukraine, ou en tout cas en apparence, plus quand même la Russie garde une capacité de déstabilisation, voire va en être encore encouragée dans la guerre hybride qu'elle mène en Europe occidentale. Il y a des scrutins évidemment majeurs à venir, et pas que la présidentielle en France, mais est-ce que vous diriez qu'en réaction, d'une certaine façon, le Kremlin pourrait dire, bon, ça se complique pour moi en Ukraine, je vais encore mettre plus de billes sur les élections en Arménie qui vont venir dans quelques semaines, etc. Est-ce que ça peut y avoir un mouvement comme ça ? Alors, ce mouvement, il est déjà à l'œuvre. On le voit déjà sur des approches qui tentent d'influencer, d'infléchir et de déstabiliser les pouvoirs tiers. Et alors, sur l'Europe, mais pas forcément que sur l'Europe. Là, vous allez essayer de diviser les populations, de les polariser et puis de créer des troubles sociaux. Dans d'autres, vous allez essayer de faire monter votre code d'amour dans une certaine mesure. Et en règle générale, par effet de vase communicant, en faisant décroître l'affection, la sympathie ou la confiance que l'on va avoir avec les autres acteurs. Ça, c'est quelque chose que l'on voit de manière massive, de manière majeure. Alors, ça n'est pas que dans le monde numérique, et c'est ça, je pense, il faut en avoir bien conscience. Quand on regarde ne serait-ce que les sabotages qui ont ciblé les infrastructures, alors que ce soit de l'infrastructure critique ou tout ce que l'on appelle de la chaîne logistique, eh bien, on a eu des bonds de x3 depuis le début de l'invasion sur les territoires européens. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est mis en avant de manière extrêmement forte et extrêmement présente. Et puis, il y a quelque chose là-dessus qui complexifie partiellement la donne, c'est que les acteurs dans le monde de l'influence et donc de la guerre cognitive, c'est-à-dire viser vraiment ces cognitions, la façon dont vous allez percevoir le monde et au final dont vous allez agir, eh bien, vous n'avez plus que seulement, oserais-je dire, des acteurs étatiques, des acteurs pseudo-étatique. On se rappelle de Wagner, qui était une société privée, avant qu'on accepte de dire que finalement, pas tout à fait, ce qui était un doux euphémisme. Mais vous allez avoir aussi des sociétés purement privées qui vont vendre leurs services. Vous allez avoir un appui qui va se faire sur des groupes du crime organisé pour des raisons pécuniaires et pour des accords avec les États, et qui vont notamment faciliter le recrutement d'agents jetables et qui ne rechignent pas avec un certain cynisme, y compris à aller cibler des publics particulièrement vulnérables. Je pense à des mineurs, à des jeunes. On peut commencer à partir de 11-13 ans et aller sur des adolescents, souvent que l'on va toucher par les plateformes de vente de drogue en ligne, dont vous avez un public qui est doublement vulnérable, jeunes et en règle générale consommateurs de différents produits. Et puis, vous allez avoir en plus tout un espèce de petit écosystème dans ce continuum qui va de la petite criminalité, si vous voulez, du petit arnaqueur qui va utiliser un élément d'influence ou de désinformation simplement pour vous extorquer de l'argent. Mais ça participe à faire grossir un narratif. Donc, vous avez tout ce continuum, plus parfois des alliances qui vont se créer de manière extrêmement contextuelle par rapport à des agendas qui vont être nationaux ou de groupes. C'est ce qu'on a vu avec l'Azerbaïdjan, par exemple, où il y a eu un rapprochement qui a été informationnel, qui a été extrêmement contextuel, avant que le torchon ne brûle entre les deux pays suite aux problématiques de l'avion abattu, et puis que les choses ne se calment. Et là-dessus, la Russie reste en position de force. Alors, quelle oui, que soit absolument. La situation militaire en Ukraine. D'abord parce qu'effectivement, il n'y a pas de limite quasiment à ce que la Russie dépense en termes d'efforts de guerre, y compris de guerre informationnelle. Je veux dire, quand vous avez plus de 8% du PIB et à peu près la moitié du budget qui est de fait consacré, je dirais, soit à la guerre, soit effectivement à des actions d'influence, et c'est même très difficile de savoir exactement quel est le montant. Il a été parfois estimé à 3 ou 4 milliards d'euros par an. Enfin, il y a des montants un peu différents, parfois au-dessus, etc.
Mais effectivement, il y a cette volonté d'aller jusqu'au bout. Et d'ailleurs, par exemple, il y a des exemples. On parlait tout à l'heure de l'Afrique, effectivement, des revers de la Russie en Afrique, au Mali, etc. Mais par exemple, il y a quelques jours, le Congo a accepté que l'église orthodoxe russe, qui n'a rien d'une église, mais qui est en fait une officine du FSB, des services secrets russes, puisse être reconnue comme une église officielle au Congo. Il y a quelques mois, ça avait déjà été le cas au Cameroun. Quand vous allez, j'y étais il y a un mois, dans les rues de Dakar, vous avez des grandes affiches de promotion de Russia Today, en français, dans les rues de Dakar. Donc vous avez ce genre d'informations, et pour rebondir sur ce que disait Christine tout à l'heure, sur effectivement, je dirais, les actions en Europe, on peut parfaitement craindre la montée de deux types d'opérations. D'abord, effectivement, la montée des opérations d'influence qui vont se décupler, je dirais, lors des élections. Alors c'est vrai, lors des élections en France l'année prochaine, lors des élections également, je dirais, dans d'autres pays, en Allemagne, en Pologne d'ailleurs aussi, à la fin de l'année 2027. Ça va effectivement monter, avec, deuxièmement, des opérations aussi, je dirais, de toutes sortes qui sont des opérations meurtrières ou potentiellement meurtrières. Vous savez, quand vous avez eu des trains qui ont déraillé en Pologne, et ça a été clairement attribué aux Russes par les autorités polonaises, quand vous avez des incendies volontaires, il y en a eu également de nombreux en Pologne,